Bienvenue dans La Panse de l'Ogre, un balado en 3 épisodes qui s'efforce d'explorer la manière dont la crise du logement peut affecter émotionnellement les locataires en situation de précarité. Crise du logement qui est nourrie, entre autres choses, par les velléités de nos institutions publiques. Alex, c'est parce que tu as dit de nos institutions publiques. Ah bon? J'ai dit non? Ok. Toutes mes excuses, je recommence. Crise du logement qui est nourrie, entre autres choses, par les velléités des institutions publiques. Je m'appelle Alex Blaise. Je suis étudiant-chercheur au cycle supérieur de l'Université de Montréal avec une spécialisation en communication politique. Je prête une attention particulière à la construction sociopolitique des relations de pouvoir, plus précisément aux relations possibles entre politique publique et émotions en contexte de précarité résidentielle. Co-créé et co-animé avec Julie-Émilie Debord, ce balado est une adaptation audiophonique de mon mémoire de maîtrise en recherche-création. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier et logistique du collectif de recherche et d'action sur l'habitat, plus connu sous le nom du CRASH. Un remerciement spécial à ma directrice Tamara Vukov, à Violaine Jolivet, qui est professeure de géographie urbaine à l'Université de Montréal, à Alessandra Renzi, qui est professeure de communication à l'Université Concordia, à Julien Simard, qui est DJ, musicien, chercheur et gérontologue. Et finalement, je tiens à remercier mon ami et auteur Samuel Mercier, dont le livre « Les mauvais jours finiront » vient de paraître aux éditions Luxe. Ce premier épisode comprend 2 parties. La première partie est l'introduction, qui sera interprétée par Alex. La deuxième partie, intitulée « Démembrement », est un extrait du mémoire que je vais interpréter. Mon expérience de la précarité demeure la chose la plus stable que j'ai vécue jusqu'ici. Mes premiers souvenirs en ce sens remontent aux lueurs déjà lointaines de l'enfance. La précarité y est personnifiée par la figure léviathanique de mon père, sa voix forte et orageuse, sa carrure large et écrasante. À mes yeux d'enfant, ce être presque surnaturel incarnait une lune noire susceptible d'éclipser la lumière du soleil en un clin d'œil, une bouche énigmatique qui avait le pouvoir d'engloutir tout l'air d'une pièce d'un seul coup. D'aussi loin que je me souvienne, la précarité m'a toujours suivi à la trace. Le matin, à mon réveil, elle me fouette encore l'odorat de son haleine fétide. Au courant de la journée, encore, elle me talonne, m'aiguillonne, me croque la jambe quelquefois et injecte dans ma chair une substance gluante où mes pensées se débattent et couinent comme des souris piégées. Le soir, à l'heure du coucher, je sens encore le souffle de la précarité ramper sur ma nuque. Sa respiration rauque remplit la pièce. Mon lit graisse encore sous le poids morbide de son obésité. La nuit, si, il m'arrive encore de me réveiller en sursaut, le visage en sueur, le souffle court à la suite d'un cauchemar. Souvent le même, une bouche gorgée de dents sanguinolentes s'ouvre pour me dévorer. C'est en vain que je crie, en vain que je me débat. Précarité économique et financière, inutile de vous faire un dessin. Passons. Précarité professionnelle, jusqu'ici, à quelques rarissimes exceptions, mon expérience du marché de l'emploi se résume à celle d'un territoire hostile où mon insignifiance affleure à la conscience, où la ligne entre compromis et compromission bouge sans arrêt. Précarité sociale, j'ai beau entreprendre des études supérieures, le cœur vibrant d'espoir,
Rien, absolument rien, ne me garantit que je réussirai à m'arracher les griffes de ma condition socio-économique. Rien, absolument rien, ne me garantit que je décrocherai un emploi à la hauteur de mes efforts et de ma persévérance, sans que le nœud de la précarité professionnelle se resserre sur mon cou. Ma vérité, la voulez-vous sans phare? S'il m'arrive de songer à l'avenir, le plus souvent, c'est à un brouillard glacé que je songe. Précarité résidentielle, plus d'une fois, j'ai failli me ramasser à la rue, incapable de payer mon loyer, n'ayant personne vers qui me tourner, sans secours, sans ressources, aux abois. D'autres fois, livré à la merci de propriétaires véreux, j'ai habité des logements à ce point insalubres, souris, moisissures, coquerelles, que je n'osais inviter personne chez moi. Ma honte prenait des airs de bûcher où je brûlais sans bruit. Une autre forme de précarité féconde les autres et les amplifie. Je peine à l'exprimer nettement tant elle me semble par moments évanescente. Et pourtant, impossible de s'en affranchir. Elle me tient, et d'une poigne si ferme que par moments, je suffoque. Comment dire? Le fait d'être noir, dans bien des circonstances, s'avère une circonstance aggravante. Une épée de Damoclès, jour et nuit, pendule au-dessus de ma tête, et peut se détacher à tout bout de champ. Bien imprudent celui-là qui oserait baisser la garde. Ici, mon inquiétude est d'autant plus grande que mon fils a hérité de facto de cette noire malédiction. Je dois pourtant lui inoculer à petite dose le vaccin de ma condition dans l'espoir qu'il sera immunisé. Comment contribuer à faire de mon fils un individu libre et un citoyen épanoui dans un contexte social qui fait feu de toutes ses balles sur son humanité? Je n'en sais rien. De toute façon, que je le veuille ou non, je dois jouer le jeu. Mais je vous prie de pardonner mon égarement. Revenons à la précarité résidentielle. Comment se sent une personne locataire tandis que le lourd genou de la crise du logement écrase son cou? Comment apprivoise-t-elle les émotions qui l'accablent? Comment fait-elle sens, cette personne, d'un tel accablement? Quelle réflexion morale et existentielle travaille son esprit au corps au fur et à mesure de son asphyxie? Synopsis et démembrement, première partie. Tandis qu'il patiente dans la salle d'attente du TAL, où un horloge accroché au mur lui rappelle un œil de cyclope, le locataire voit passer un homme vêtu d'un costume bleu marine. L'angoisse lui tord l'estomac. Le propriétaire a saisi le tribunal pour une demande subséquente relative à une affaire en fixation de loyer. La scène suivante se déroule dans la salle d'audience. Me voici dans une salle étrange. Je reconnais aussitôt l'homme au costume bleu marine derrière un ordinateur, sur une estrade face à 2 box entourées de plexiglas. D'ici, l'homme paraît plus jeune, presque mon cadet. Un premier détail attise ma curiosité, la couleur des yeux. Un bleu tirant sur le gris, ou un gris bleu. Puis un deuxième détail, ses cheveux, très noirs, frise. Suspendus au plafond, des tiges noires. Des micros ou des pattes de coquerelle géantes. Je me pose dans le box le plus éloigné de la porte, le proprio dans l'autre. Je respire un grand coup. Le régisseur, appelons-le Bouclette, se tournant vers l'autre partie. « Monsieur Del Piero ?» questionne-t-il. « Oui, votre honneur » répond le proprio.
Et moi, c'est Monsieur Blaise, finis-je par ironiser au bout d'un instant. La locatrice n'est pas présente, redirige le juge. Non, la colocatrice en question s'appelle Madame D. C'est ma conjointe, et je la représente. Bouclette tord machinalement son cou vers l'ordi. Vous êtes donc ici pour une demande subséquente. Puis, s'adressant au proprio. Vous voulez être relevé de votre défaut d'avoir transmis les documents au TAL dans les délais prescrits, c'est bien ça? Oui, votre honneur, répond Del Piero, après un moment d'hésitation. Avez-vous la preuve de notification? Oui, votre honneur. Le proprio, une feuille à la main, fait claquer ses talons jusqu'au comptoir du juge, qui prend la feuille tendue. Celui-ci fait mine de la scruter. Entre-temps, le proprio rebrousse chemin. Cette façon qu'il a de dire « Votre honneur », brrr, ça me tape grave sur la rate. « Procédons », fait le juge. « Monsieur le juge, puis-je voir la notification ?» Bouclette a semblé surpris par ma requête. Allez savoir pourquoi. Ma voix, qui tremblait au départ, a retrouvé sa consistance. Envolé mon mal de ventre. Bien sûr, finit-il par concéder au bout d'un instant. Je me lève et, après quelques pas, attrape le document. Me voici revenu à ma place. J'ôte mes lunettes et rapproche la feuille de mon nez. À mon tour de feindre un air attentif. Monsieur le juge, j'ai dit, cette notification correspond à la demande de modification de bail pour l'augmentation de loyer. La date d'émission est antérieure à la date de la demande subséquente. Par conséquent, redonnez-moi le document, m'interrompt sèchement Bouclette. Je m'exécute, après un coup d'œil, le juge. Monsieur Del Piero, vous n'avez donc pas notifié la demande subséquente au locataire? Pas une once de reproche dans la voix. Un ton cordial, presque obséquieux. N'empêche, les choses étant ce qu'elles sont, je garde le cap. Puis-je savoir quelles circonstances exceptionnelles ont empêché M. Del Piero de notifier la demande conformément aux indications du TAL? Dis-je. Le proprio, rougissant comme s'il venait d'attraper brusquement un coup de soleil dans l'ombre, se met à bégayer. Votre honneur, j'avais mal compris qu'il fallait notifier la demande au locataire. J'ai appelé au TAL et là madame m'a expliqué que ce n'était pas nécessaire vu que les locataires avaient reçu l'avis de convocation. Le juge, dégoulinant de sollicitude. Oh, monsieur Del Piero, je suis désolé qu'on vous ait mal informé. Je manque de tomber en bas de ma chaise. J'hallucine. C'est la seule explication logique. Mes oreilles, ces farceuses, me font une mauvaise blague. Ce doit être ça. Et pourtant non. Elles sont archi sérieuses, mes oreilles. Grave même. N'empêche, les choses étant ce qu'elles sont. Mais que sont-elles au juste? Allons, Alex, ressaisis-toi. Monsieur le juge, je voudrais lire un extrait du courriel qui avait été acheminé à Monsieur Del Piero par le TAL en lien avec l'obligation de notifier la demande à l'autre partie. Monsieur Blaise, je dois vous interrompre. Ce courriel n'est nullement pertinent en ce qui nous concerne ici. Vous devez vous concentrer uniquement sur la demande subséquente et non la demande de modification de bail. Justement, il me semble que le courriel Monsieur Blaise, je ne me répéterai pas. En un éclair, le bleu de ses pupilles s'est évaporé. N'y rugit qu'un gris orageux que durcit la fermeté du ton. La raucité de la voix me saisit, seau d'eau froide jeté en pleine figure. J'ai rapetissé illico, où lui s'est agrandi en s'il vous plaît. Allez savoir. Ses cheveux moutonnent, non, grognent, grondent, non, bouillonnent, non, se câblent, s'élèvent jusqu'au ciel, s'élèvent comme d'immenses vagues portuaires, prêtes à déferler sur moi. Lui, Goliath, moi, David.
Que Dieu me vienne en aide. Que dis-je? Dieu m'a abandonné. La foi aussi. Dégainer mon lance-pierre? Mauvaise idée. À coup sûr, Bouclette me fera bouffer lance et pierre, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Et puis, j'ai beau chercher, pas la moindre faille dans son armure étincelante. Pas la peine d'insister. Mieux vaut agiter le drapeau blanc en guise de reddition. Mieux vaut courber l'échine. Que puis-je faire d'autre? Le remercier, peut-être? Bouclette, le fils de Zeus et Thémis, un demi-dieu, un dieu. Chose certaine, en ce moment, il règne d'une main de feu sur cet endroit. Commande air et lumière. Un claquement de doigts, et voici que surgissent hors terre des géants de pierre. Un autre claquement de doigts, et voici mes os broyés. Monsieur Blaise! Monsieur Blaise! Avez-vous compris ce que je viens de dire? Je refais surface, un peu désarçonné. Non, pouvez-vous répéter? Ma voix s'est remise à vaciller. Comme je vous ai expliqué, Monsieur Blaise, Monsieur Del Piero avait 45 jours pour notifier la demande subséquente. Nous n'en sommes qu'à la 43e. Il dispose encore de 2 jours, donc il a largement le temps. 2 options s'offrent à vous. Là, il marque une pause, comme pour laisser au silence le soin de travailler mon esprit au corps. Première option, ajourner l'audience. Deuxième option, procéder. Je vous conseille de régler l'affaire tout de suite. Sinon, vous allez devoir revenir une 2e fois et une 3e. Marquant une nouvelle pause. D'ailleurs, Monsieur Blaise, rapprochez-vous. Voici le document que Monsieur Del Piero aurait dû vous notifier. Je vais noter dans le procès-verbal que je vous l'ai remis. Je me rapproche, chancelant à cause du choc. Attrape la notification de ses mains. Regagne ma place. Ça me prend tout mon petit change pour rassembler mes esprits. Un truc m'embête, et pas qu'un peu. Mais quoi donc? Règne en moi une confusion étrange, comme si... Oui, c'est bien ça. Comme si on m'avait flanqué au sens propre un coup de massue sur la caboche. D'ailleurs, regardez, à tout hasard, ne suis-je pas en train de saigner du crâne? Non? En êtes-vous sûr? N'empêche, les choses étant ce qu'elles sont, je lis vite fait la notification. Dieu du ciel, je n'y comprends rien du tout. Là, je m'arrête, je lève les yeux, avale ma salive, racle ma gorge. 3, 2, 1, j'y vais. Monsieur le juge, je vous remercie pour le document et vos conseils fort judicieux, mais vous conviendrez que je ne suis pas seule dans cette affaire. La moindre des choses serait que je consulte Madame D afin d'avoir son consentement. Et puis, étant donné que je viens de prendre connaissance de nouveaux éléments concernant l'affaire, la moindre des choses serait que je prenne le temps de préparer ma défense. Je ne peux agir sur un coup de tête. Mon intention? Gagner du temps pour me remettre du choc. Un repli stratégique? Une stratégie de repli, je dirais.